m'appelle Gérard Duhem, je suis sociologue. J'ai étudié en sciences politiques et en sociologie. Je suis chercheur à l'Université Laval avec mon équipe dans le Grand Nord circumpolaire. Et j'ai des travaux qui portent sur les questions autochtones, principalement au Canada. Et j'écris du théâtre. Je viens de publier un roman aux éditions Triptyque qui s'appelle Soré et qui se passe dans le Grand Nord. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Oui, mais je suis venu à la science un peu par accident, par un concours de circonstances. En réalité, j'étudiais en lettres au cégep et j'avais cette idée d'écrire. Je savais que j'allais gagner ma vie en écrivant. Je ne savais pas quoi, mais je savais que j'allais écrire. J'ai fait beaucoup de théâtre à cette époque-là. J'ai écrit du théâtre aussi et j'ai écrit des manuscrits de romans. Et puis, pour gagner ma vie, j'ai eu un emploi de journaliste. Alors, j'ai été journaliste à Chicoutimi pendant 4 ans. Et puis, je suis venu un peu fatigué de ce métier-là à cause de la date de l'heure de tombée quotidienne, à cause de la pression qui était exercée sur le journaliste et de l'incapacité à prendre du recul par rapport aux événements. Et je m'apercevais en réalité que quand je faisais des entrevues avec le maire d'une municipalité ou avec un chef de syndicat ou avec quiconque, je me faisais raconter des histoires que j'avais du mal à mettre en perspective, que je ne comprenais pas, quoi. Et dans le théâtre qu'on faisait aussi, on abordait ce genre de questions. Pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi les gens s'endettent, pourquoi... Et cette curiosité-là m'a poussé finalement à aller à l'université. Et je m'étais dit, quand j'ai décidé d'aller à l'université, donc quelques années après avoir travaillé... Là, on est quoi? Vous étiez dans la mi-vingtaine, j'imagine, à ce moment-là? Oui, exactement. Je me suis dit que je vais aller à l'université, puis là, je ne lâcherai pas tant que je ne serai pas allé au bout de mon questionnement. Parce que je ne voulais pas avoir cette difficulté de retourner à l'école, puis de changer de vie, avoir la vie d'étudiant avec le budget d'étudiant, et ainsi de suite. Puis, je ne suis jamais sorti de l'université, finalement. Alors, la science a pris le dessus. Côté cartésien, là, qui... Oui, puis alors, ça m'a permis, c'est aussi parce que j'ai vraiment voulu aller au bout de mes questions. Soré savait lire les cœurs. Elle avait reconnu un garçon farouche. À la sortie de l'enfance, devant le vertige du monde, les garçons ne vivent-ils pas ailleurs, quelque part où ils sont inatteignables par les mots, là où personne ne peut les rejoindre, là où ils cachent les points de repère secrets qu'ils se sont inventés, guides de leur vie jusque devant la mort? Tous les garçons ne préfèrent-ils pas s'occuper d'un chiot qui les comprend, plutôt que des adultes qui mentent, écorchent et tuent? Et alors, ça a duré quelques années, puis j'ai continué à faire des recherches dans mon champ que j'avais développé déjà à la maîtrise et au doctorat, c'est-à-dire dans le Grand Nord. OK, c'était déjà présent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça, le Grand Nord, c'est vraiment aussi un concours de circonstances. C'était un job d'été quand je suis retourné à l'université. Ah bon? J'avais déjà un emploi d'été, puis j'ai quelqu'un dans ma parenté qui faisait partie d'une équipe de biologistes, puis qui faisait du terrain dans le Grand Nord. Et il m'appelle... je pense que c'était le 22 juin. Il me demande si je voulais aller faire la cuisine dans son camp, comme cuisinier. Puis j'étais assez débrouillard en cuisine. Alors j'avais 30 secondes pour y penser. J'ai dit oui. Je connaissais absolument pas le Nord. Je connaissais rien du pays, des Inuits. Je connaissais rien du tout là-dessus. Mais j'étais dans ce questionnement où je voulais savoir pourquoi il y avait des riches, pourquoi il y avait des pauvres. Et j'ai étudié à ce moment-là, c'était mon premier diplôme universitaire, le baccalauréat en sciences politiques, et je me disais, où est-ce que je peux répondre à ces questions-là? Puis je pensais à aller dans le tiers-monde. Parce que c'est ce que je voyais qui semblait le terrain le plus propice pour répondre à ce genre de questions. Vous cherchiez comme un laboratoire anthropologique.
Ouais, si on veut. Si on veut. Ben, alors j'ai dit oui. Puis 2 jours après, je me ramasse à Coudjouac et je traverse le village. Et cette marche-là, qui m'a pris peut-être 1 heure, a changé ma vie, quoi. Parce que j'ai su immédiatement que c'est là que je travaillerais. C'est quoi au départ? C'est un coup de foudre pour le cadre environnemental, la nature, ou plus le côté humain? Oui, c'est le côté humain. C'est le côté humain. C'est sûr que débarquer d'un avion dans cet endroit-là, avoir le visage fouetté par l'air froid et par être envahi par la beauté du ciel le 24 juin, c'est un choc, c'est un coup de foudre. Et puis, la traversée du village, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un tiers-monde chez nous. Et je savais que j'allais travailler sur ces questions-là, à cet endroit-là. Donc, plus besoin de penser à d'autres destinations, en tout cas, pour le moment. Vous aviez là exact. Un territoire de... Oui, alors j'ai passé un été là, plusieurs ouais. mois sur le bord d'une rivière à faire la cuisine. Mais les étés subséquents, je suis allé travailler là. Je tenais la station du Centre d'études nordiques de l'Université Laval, dans le même village. Et j'ai connu des gens là. Et quand est venu le moment de faire un mémoire de maîtrise, j'ai commencé à lire ce qu'on savait sur la vie contemporaine des Inuits. Je me suis aperçu qu'on connaissait à peu près rien. Très peu de sociologues ou de géographes en géographie humaine avaient travaillé sur ces questions-là. En fait, j'en avais trouvé 2 que j'ai lus et que j'ai rencontrés. Il y avait Jean Morissette Jean Morissette, et Jean-Jacques Simard. Ouais. Et j'ai essayé de répondre à la question, comment ça se fait qu'il y a des villages? Mm-hmm. Parce que c'est des gens qui n'étaient pas sédentaires, c'était des nomades. Et j'ai donc mon mémoire de maîtrise qui a donné lieu à une première publication scientifique, un premier livre qui s'appelle De l'igloo au HLM. Dans cette étude-là, j'ai compris le processus qui a mené à la sédentarisation. Et un processus qu'on peut associer aux années 50, dans oui, ces absolument. balbutiements? Ouais. Oui. C'est-à-dire que pendant très, très longtemps, le gouvernement fédéral était d'abord pas intéressé à s'occuper des Inuits du Québec. Mm-hmm. N'était pas intéressé non plus à s'occuper des Inuits d'ailleurs. Il y avait délégué des gens de la police fédérale, la GRC. GRC, oui. La Gendarmerie royale. Mm-hmm. Et il y avait de l'aide à quelques missionnaires. Mm-hmm. Mais en gros, le gouvernement fédéral non seulement n'était pas intéressé à s'occuper des Inuits, parce qu'il voyait là un champ de responsabilité puis de dépenses qui n'était pas nécessaire, mais en plus, ils étaient contre l'idée de la sédentarisation, voyant là-dedans une menace, justement, en fait, une menace pour son obligation, son implication. Et de revendication éventuelle, peut-être aussi. C'était vraiment la question de changer, en fait, d'ouvrir tout un nouveau pan de travail pour le gouvernement. Et ça, on était vraiment contre l'idée. Et le discours qui était fait à ce sujet-là, c'était que les Inuits, c'était pas des gens qui étaient faits pour vivre dans des maisons, c'était pas des gens qui étaient faits pour manger de la nourriture cuite et ainsi de suite, et qu'il fallait les laisser dans la nature, les laisser se nourrir de la chasse, de la pêche, conserver leur mode de vie traditionnel. Vous avez d'ailleurs fait, je pense, à un moment donné, dans votre parcours, vous avez fait des travaux de repérage, je pense, même de qualification là, des sites sur lesquels on avait abandonné carrément des déchets, est-ce qu'on peut considérer comme des déchets? Oui, exactement. On a trouvé à un moment où on est en la fin des années 90, on a appris, moi j'ai appris qu'il y avait des sites d'exploration minière qui avaient été abandonnés. Et on s'est demandé combien il y en avait. Mm-hmm. Une question simple, mais qui a demandé 2 ans de travaux. Mm. Et on en a découvert 600 à peu près, 600 sites, qui n'étaient pas tous des sites d'exploration minière. Certains étaient des sites qui avaient été utilisés pour faire des études, par exemple, sur le potentiel hydroélectrique des rivières, ce genre de choses-là. Mais en gros, on a trouvé à peu près 400. Et dans ces 400-là,
Il y en avait quelques-uns qui ont nécessité des interventions immédiates au moment où on les a repérés ou quand on est allé pour les caractériser. La surface de la mer s'était aplanie. Ils reconnurent l'estuaire de la rivière aux Rapides. Au début de la soirée, la petite foule des parents vint aider à drosser les canots appesantis par les provisions de tout un été et souhaiter la bienvenue aux équipages. La fête dura 3 jours, durant lesquels les compétitions, les démonstrations d'adresse furent des préludes aux banquets, aux concerts et aux danses. Au coup de fusil, les femmes qui formaient les équipages avaient sauté dans les canots délestés des hors-bords. Elles devaient ramer jusqu'au bateau ancré non loin de la rive opposée, le contourner et revenir le plus vite possible. Sous les francs-bords, le long des coques, les avirons frappaient le clapotis. Au-dessus s'élevait la cascade des voix et des rires. Les enfants applaudissaient leur mère. Les hommes rigolaient en fumant, attendant leur tour. J'ai reçu comment ça s'appelle, le prix de la recherche scientifique sur le Nord. Et c'est un prix qui est décerné depuis, je pense, une trentaine d'années. Il a été décerné 22 fois à des chercheurs. J'ai de la difficulté à dire ça. À des chercheurs qui ont fait leur marque. Oui, qui ont fait leur marque. Qui ont fait leur marque. Pour l'ensemble des travaux que j'ai faits. Et c'était accompagné aussi de la qui ont médaille. Persévéré dans un domaine quand même assez précis. Là. Ouais. Absolument. C'est une grosse page de vie dans votre cas. Oui, non, c'est vrai. Qui est investi dans ce... Absolument. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez prestigieux. Et c'était accompagné aussi de la médaille du centenaire. C'est une médaille qui commémore, au moment où elle a été créée, là, vers 1980, je ne sais pas quoi, le centenaire de la première année polaire internationale. Et pour moi, c'était vraiment ça, une belle reconnaissance, un beau symbole, parce que j'ai travaillé très fort à la planification de la dernière année polaire internationale qui a eu lieu en 2007-2009. Et j'avais été nommé par l'Union scientifique internationale dans le comité de planification de l'année polaire internationale. Au moment où j'ai été nommé, il y avait une réunion qui était déjà annoncée à laquelle je n'ai pas pu assister, la première réunion. Là, on parle de 2004, à peu près, 2005, 2004. Et donc, j'arrive à la deuxième réunion. Il y a déjà un programme préliminaire qui est prévu. Il y a autour de la table une vingtaine, peut-être 22 chercheurs de partout dans le monde. Et je suis le seul en sciences sociales. Et dans le programme préliminaire, jamais on ne trouve d'allusion aux êtres humains, aux collectivités, au développement social, et ainsi de suite. Pas un mot. Alors, j'ai fait cette bataille-là. Ça a duré à peu près une année, 4 ou 5 réunions. Et j'ai eu un mur d'opposition. Mais bon, j'ai été président avant ça de l'Association internationale des sciences sociales dans l'Arctique. J'avais donc un bon réseau de connaissances à ma disposition et j'ai ameuté ces gens-là. J'avais longtemps j'ai longtemps suivi les travaux du Conseil de l'Arctique, alors je connaissais aussi ce monde des diplomates et j'ai donc fait des contacts avec ces gens-là. Le Conseil de l'Arctique lui-même a fait pression auprès du comité de planification pour insister afin que la dimension humaine soit là-dedans. Et à la dernière réunion, finalement, la situation a reviré avec ces renforts. En faveur des objectifs poursuivis. Oui, et alors on a fait une large place aux problématiques liées à l'existence d'êtres humains dans le Grand Nord. Et on a changé le symbole même de l'année polaire. Il y avait un être humain stylisé dans le milieu du logo. Oui. Et il y avait, pour chacun des thèmes qui ont été retenus pour l'année polaire, il y avait obligatoirement une dimension sociale ou une dimension humaine, en plus d'avoir un thème spécifiquement, visant spécifiquement les problématiques des sociétés. Alors, moi, recevoir cette médaille-là, pour moi, c'est un beau cadeau parce que j'ai le sentiment d'avoir fait une grosse différence. Je vais vous lire le texte, une partie du texte que j'ai utilisé au moment du lancement de soirée. J'essaie d'expliquer là-dedans les sources
de ce roman-là. Ça commence par ici. Le roman est tout comme l'œuvre du tisserand. Des fils disparates font la fibre, puis le vêtement. Il réchauffe, il amuse, il console, il instruit. Ça dépend des fils qu'on y a mis. Soré est venu de 3 grands fils distincts. Les voici un à un. Le voici son destin. Le premier de ces fils a 1000 milles de long par 2 pas de large. Début d'une saison, je marche étonné à travers un village et s'amorce malgré moi une collection d'images. Au milieu de la nuit, ébloui par le clair, apaisé en été par la fraîcheur de l'air, étonné de trouver proche de mon pays un tout autre pays dont je suis envahi. Entrer dans ma conscience pour ne plus en sortir, soulevant 100 énigmes que je veux découvrir. Une rue de gravier, le cours d'une rivière, migration des caribous, horizon sans frontières, main large du chasseur, rire réconfortant, regard d'une mère dans les yeux d'un enfant. Images et portraits sur ce fil accroché, énigmatique, disparate, enchevêtré, dont je n'oublie rien, que je ne comprends pas, dont je me souviens, qui habite en moi. De bonnes années au niveau plus scientifique. Oui. Puis votre autre avenir au niveau littéraire, puisque le goût du théâtre ne vous a jamais quitté. Vous venez de faire paraître un roman, comme vous disiez. Vous en avez un prochain qui est en préparation? Oui, la suite. La Oui, suite de Soré, ça va se passer 10 ans plus tard et 20 ans plus tard. Donc toujours dans le Nord ou à proximité? Oui. Ben, en fait, ça va se passer... Le lieu va être un peu différent. Dans le premier roman, dans Soré, l'action se situe beaucoup dans un coin qui n'est pas délimité, qui n'est pas nommé. Mais on est dans le Nord. Alors que dans le second, on va aller dans des grandes métropoles, y compris à l'échelle internationale. Parce que des questions qui sont abordées dans le premier vont trouver des développements après 1 et 2 décennies et des échos à l'échelle du monde des affaires, puis des échos dans la diplomatie internationale. J'ai envie de vous demander en terminant, lequel des 2 Nords, votre grand Nord un peu imaginaire, parce qu'il y a une part sûrement de fiction dans vos ouvrages romanesques, lequel des 2 Nords, vous pensez, va évoluer le plus vite et de la meilleure ou d'une moins bonne façon par rapport au Nord réel? On parle du réchauffement climatique, toute cette contestation un peu larvée là, des grandes puissances, possibilité de plus en plus grande de pénétrer par la voie maritime ce même Nord-là. Comment vous ces questions-là sont assez éloignées de ce que je fais. Ce que je vois, par contre, dans le Grand Nord, c'est qu'on décrit souvent le Grand Nord comme une espèce de laboratoire de problèmes sociaux, ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a là aussi un laboratoire où on résout les problèmes sociaux. Et ça, c'est vraiment... Ça, je peux le voir sur la longue période, là, depuis les 30 ans et plus que je vais dans ces régions-là. Partout, il y a des gens de la base qui ont changé le discours, la manière de parler des problèmes et qui, aujourd'hui, disent que les problèmes vont se régler si eux-mêmes s'en occupent. On n'attend plus des gouvernements que les solutions viennent toutes faites. On n'y croit pas d'abord. Et on croit beaucoup plus maintenant au rassemblement des forces, à la force du nombre, finalement. Et c'est un peu cet espoir-là que j'ai voulu mettre dans le roman. Dans le roman, bon. Oui. Essayer de montrer ça. Le roman, c'est une drôle d'aventure, en réalité, parce que pendant toutes ces années où j'ai travaillé, fait du terrain, des entrevues avec des gens de tous les âges, de toutes les conditions, j'ai collectionné des images dispersées, sans ordre, des images qui me sont toujours restées, mais qui, même si elles ont fait une espèce de toile de fond de ma réflexion, ne pouvaient pas trouver de la place dans les articles scientifiques, dans les ouvrages savants. Une part d'intangible. Oui, exact. Qui flotte autour. Puis... Oui.
Mais je me suis étonné à voir la capacité de ma mémoire. Et il m'est arrivé un jour de parler avec un ancien géologue qui me racontait ce qu'il faisait pendant l'été quand il explorait le Grand Nord. Mm-hmm. Et il me disait, j'ai raconté ça au lancement du livre l'autre jour, il disait, au début de juin, on me laisse ici en avion, puis moi je pars, puis je marche avec mon petit marteau, puis je ramasse des roches. Puis à la fin, 3-4 mois plus tard, on vient me chercher à tant de milles de là. Et d'entendre ça, je ne sais pas pourquoi, ça a provoqué une espèce de tourbillon de toutes ces images qui sont devenues en ordre. Et le roman est né exactement à ce moment-là. Vous avez revisité un peu votre vie nordique d'un point de vue plus... c'est-à-dire que ça me donnait un fil, ça me donnait un fil conducteur sur lequel j'ai pu épingler une par une mes images dans un ordre qui est devenu le roman. Vos propres pas. Oui. Alors, ce que ça a fait, c'est que j'ai donc pris des notes pendant quelques années pour construire le roman. À ce moment-là, j'étais en train d'écrire un livre, d'ailleurs, dans le Nord. Et puis, j'ai attendu quelques années d'avoir un peu de temps pour le faire. Et j'ai commencé l'écriture. J'ai écrit une première moitié, j'ai écrit le synopsis du reste. Je l'ai soumis à des gens, entre autres à un éditeur qui me dit « Vas-y, continue, soumets-le quand il sera terminé ». Alors, je l'ai terminé, puis ensuite je l'ai fait lire à des auteurs que je connais. Et puis là, on m'a posé 2 ou 3 cols pas mal difficiles et j'ai réfléchi pendant 2 ans avant de trouver la solution. Et j'ai réécrit donc le roman de fond en comble en 2008-2009 à peu près. Surtout l'été dans mon bateau. Et puis, voilà, il est écrit depuis ce temps-là. Il a été revisé amplement, puis un éditeur l'a accepté, puis on a travaillé à l'édition. Voilà. La collection éclairait ma connaissance, sans pouvoir s'insérer dans les livres de science. Elle était en désordre, elle était anarchique, jusqu'à cette soirée de coups de joie à pic. Le second de mes fils est un tour de magie. Voyez comme parfois le destin agit sans qu'on s'y attende, sans prémonition. C'est le simple fil d'une conversation. Petit Claude Tremblay, le gérant, l'aubergiste, me raconte l'été où il suivait la piste des veines et des filons que recèle le Nord, le prospecteur marchant la terre de bord en bord. Pointant sur la carte, il montre son trajet. En juin, je partais d'ici, puis je marchais, casse au piolet des cailloux que je ramasse, me nourris de perdrix et de truites bien grasses. Dors sous les aurores, rêvant de dénicher le cuivre, le fer ou l'or, de cesser de marcher. Me repère et me ramène le beaver après 100 jours. Il raconte, il parle toujours, mais déjà opère la magie de son tour. Le fil de son histoire se met à virevolter. Il souffle en moi un blizzard de février. Depuis 20 ans à désordre dans mon carton, mes images s'envolent en un grand tourbillon et le bout de son fil épingle une à une mes images et l'ordre soudain de chacune apparaît malgré moi et l'histoire est créée. Ainsi, par la magie, vint au monde Soré. Et le brave Willy, dans un blanc tourbillon, un soir de chouannerie dans la belle baie du Tson. Alors, une des difficultés, mais qui était en même temps véritablement un exercice auquel j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est de retrouver l'écriture romanesque. J'ai écrit du théâtre pendant ce temps-là. Depuis que je suis à Lille, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont été jouées. On en a fait une avec ma conjointe qui l'a écrite l'année passée. Mais l'écriture romanesque, ça, j'avais pas touché à ça depuis le cégep. Et alors, j'ai dû réapprendre à écrire, parce que écrire, comme je l'ai fait toute ma vie, écrire des livres de sciences, des articles scientifiques, c'est pas du tout la même chose. J'en sais quelque chose. La rigueur de l'écriture romanesque qui est là, c'est une exigence qu'il y a aussi dans l'écriture romanesque. Mais là, on a de l'espace, on a de la liberté. Mais voilà, j'ai réappris à écrire. Et c'est pour ça que je pense que le prochain ne prendra pas 10 ans avant de sortir. On a hâte de le lire.
m'avez aussi confié le secret que vous pourriez peut-être faire un peu un exercice de synthèse à partir de vos 3 pièces de théâtre déjà écrites qui ont, elles, pour cadre l'île d'Orléans. Oui, c'est mon espoir. Ces pièces-là ont été jouées. La dernière a été jouée, je pense qu'elle a été produite 2 ou 3 fois à différents endroits dans la région de Québec, mais ça a toujours été beaucoup joué à l'île. Mais ça n'a jamais été publié. Je l'ai soumis déjà à des maisons de publication. J'ai eu des commentaires extrêmement positifs. Mais on m'a dit que le critère dans les maisons d'édition, c'était qu'il fallait que ce soit joué par des professionnels. Et moi, j'écris des pièces pour mes amis de l'île. Et donc, ça n'a jamais été publié. Mais je me suis dit que l'accumulation de ces pièces-là, au fil du temps, ça construit une espèce d'histoire qui est l'histoire de la vie à l'île, à partir de la fondation, si on veut, en passant par le milieu du 20e siècle, puis la situation pour aboutir à aujourd'hui. Alors, mon projet, c'est une fois que la suite du premier roman sera achevée, mon prochain chantier, c'est de prendre ces 3 pièces-là et d'en faire un roman. Quoi dire de plus? Alors, quand sinon, je vais... rêver d'une nouvelle entrevue? quand je vais être à ma retraite, je sais exactement ce que je vais faire. J'en doute pas. Voilà. Merci infiniment, Gérard, de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Votre maison qui nous offre une vue magnifique sur l'estuaire, comme on le disait. Donc, vous avez toujours un œil vers l'est, vers le sud, mais un pied au moins dans le nord. Oui. Je pense qu'effectivement, votre carrière est susceptible d'être comblée de belle écriture. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il n'avait pas pris la route la plus directe pour mener Soré au site de son camp. Il voulait lui montrer quelques merveilles, comme s'il avait souhaité se faire pardonner la duperie. À mesure que l'appareil prenait de l'altitude, s'ouvrait le paysage de la baie Océane. Ses eaux vertes, peu profondes près du littoral, étaient parsemées de morceaux détachés de la banquise. À tout moment, on croyait apercevoir les belugas faisant surface, mais il s'agissait le plus souvent de morceaux de glace ou de moutons soulevés par le vent de mer. L'estuaire de la rivière aux rapides était si vaste qu'on ne pouvait le voir entièrement sans balayer le sol du regard. Les énormes marées, qui venaient frapper le littoral de schiste, charriaient les sédiments sur des milles et gravaient des méandres au fond desquels continuait de s'écouler la rivière elle-même. De chaque côté de la vallée, la toundra s'étendait à perte de vue. Les colonies de lichens jaunes et blancs étaient percées de 1000 lacs, tous plus ou moins circulaires, et striés par des affluents de toute taille. Ici, un canyon profond avait été ouvert et une chute y déversait des torrents d'eau douce dans lesquels se débattaient des poissons musculeux. Là, à perte de vue, un amoncellement rectiligne de pierres arrondies trahissait la présence passée d'une rivière et tu recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. T'es un artiste sur une liste de suspects, de gens qu'on surveille de près. T'es un artiste